L'ordre du jour de la 12e séance plénière porte sur l'examen d'un projet de résolution portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Conformément donc à cet ordre du jour, je voudrais donc passer la parole au président de la commission politique générale pour nous faire une brève introduction. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues députés, présidents du groupe parlementaire, la pandémie de coronavirus est déclarée au Tchad le 19 mars 2020. D'une contamination fulgurante, le Covid-19 a fait casse sérieuse, donc a fait plusieurs victimes sur son passage. Plus de 300 à 400 personnes signalées infectées. Plus de 40 à 50 décès. Face à cela, le gouvernement a pris de nombreuses mesures barrières, parmi lesquelles l'état d'urgence, passant par le lavage des mains au savon, un couvre-feu dans certaines provinces. L'état d'urgence de 21 jours s'expire ce jour, aujourd'hui 15 à minuit. Le gouvernement se retourne, se fondant sur le 3e alinéa de l'article 130 de la Constitution, sollicite de sa représentation nationale une prorogation d'une durée de 2 mois pour poursuivre ses efforts de lutte contre cette pandémie. L'Assemblée nationale ne pourrait que lui donner cette autorisation. La Commission soumet donc à la plénière l'examen de son rapport et une proposition de résolution pour leur adoption. Merci, Monsieur le Président. Et on passe, avec votre accord, au rapporteur pour la lecture. Oui, Monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Rapport sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Tchad. En application de l'article 68 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a saisi par soi transmis numéro 227/PAN/CAP du 14 mai 2020 la commission politique générale, institution, loi, affaires administratives et judiciaires de la demande de prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Tchad, institué par décret numéro 708/PR/2020 du 25 avril 2020 pour étude et rapport à la plénière en procédure de discussion immédiate. Article 130 de la Constitution. Sont joints ou soit transmis la lettre de transmission d'un exposé des motifs numéro 376/PR/SGG/2020 du 13 mai 2020 de Madame la Ministre, secrétaire générale du gouvernement, chargée des relations avec l'Assemblée nationale, relatif à l'état d'urgence sanitaire en République du Tchad. L'exposé des motifs numéro 578/MSP/DGM/2020 du ministre de la Santé publique relatif à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Tchad. Le décret numéro 0708/PR/2020 du 25 avril 2020 portant institution de l'état d'urgence sanitaire en République du Tchad. Réunie le 14 mai 2020, la Commission a adopté le plan de rédaction de son rapport comme suit. 1.
Contexte et justification. 2. Analyse. 3. Observations et recommandations. Conclusion. 1. Contexte et justification. La République du Tchad, à l'instar des autres pays du monde, fait face à la menace de la pandémie du coronavirus Covid-19. En vue de circonscrire la propagation de cette pandémie afin de l'éradiquer à terme, le gouvernement a pris plusieurs mesures barrières. En dépit de ces mesures, la pandémie de Covid-19 se propage de manière toujours inquiétante, amenant le gouvernement à instituer l'état d'urgence par décret numéro 708/PR/2020 du 25 avril 2020. Cet état d'urgence arrive à terme ce jour 15 mai 2020 à minuit. Conformément aux articles 130 alinéa 3 de la Constitution et 146 alinéa 3 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la prorogation de cet état d'urgence ne peut être faite que par l'Assemblée nationale. À cet égard, la demande du gouvernement vise à saisir la représentation nationale en vue de procéder à sa prorogation. Analyse. Conformément aux dispositions de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale visées dans le contexte et justification, la demande du gouvernement est fondée. En effet, après 3 semaines de l'institution de l'état d'urgence, à l'effet de circonscrire la propagation de la pandémie de coronavirus Covid-19, la situation sur le terrain ne s'est pas améliorée. Il convient de relever que le nombre de personnes infectées et celui des décès ne font qu'augmenter quotidiennement. Face à la progression exponentielle de la menace de cette pandémie, la prorogation de l'état d'urgence est une nécessité. Observations et recommandations. A. Observation. La Commission observe l'insuffisance de l'appui des cellules provinciales avec des moyens conséquents de lutte contre la pandémie, l'insuffisance de prise des dispositions pratiques à l'effet d'équiper le personnel soignant des matériels de protection pour les prélèvements des personnes suspectées d'être atteintes, le manque de rapport de la première période de l'état d'urgence. B. Recommandation. La Commission recommande de renforcer l'appui des cellules provinciales, des moyens conséquents de lutte contre la pandémie, prendre des dispositions pratiques à l'effet d'équiper le personnel soignant des matériels de protection pour les prélèvements des personnes suspectées d'être atteintes, déposer au bureau de l'Assemblée nationale le rapport de la première période de l'état d'urgence. La Commission a joint au présent rapport un projet de résolution. Conclusion. Après avoir adopté son rapport à l'unanimité des membres présents, la Commission demande à la plénière de l'entériner. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur général. Je voudrais donc demander au ministre de la Santé publique de réagir par rapport à la lecture du rapport. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues membres du gouvernement, permettez-moi de vous remercier d'avoir bien voulu m'accueillir parmi vous dans cette auguste salle du Palais de la démocratie. En moins de 10 jours, j'ai l'immense plaisir de revenir vers vous pour bénéficier de vos suggestions et propositions avisées et apprendre à la source de notre démocratie qui fait son bonhomme de chemin grâce à la vigilance de son premier rempart, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement et chef suprême des armées.
Ainsi, aujourd'hui, nous allons proposer l'état de lieu de la situation de Covid et vous demander de bien vouloir prolonger l'état d'urgence sanitaire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé publique. Oui, Madame la ministre secrétaire générale du gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée nationale, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais seulement demander votre indulgence parce que hier, c'était mon adjoint qui a participé à la conférence de président. Et donc, je n'ai pas su que d'autres ministres étaient conviés. Ce n'est que ce matin, autour de 9h, que je l'ai su. Et donc, j'ai informé ses collègues. Et il se pourrait qu'il arrive en retard. Donc, je voudrais demander votre indulgence. Très bien. C'est vrai que le ministre SGG adjoint était là hier. Et on lui avait demandé de pouvoir contacter les ministres qui devraient arriver ce matin. C'est vrai que le délai était relativement court, mais néanmoins je pense que les membres du gouvernement sont là en nombre pour nous permettre en tout cas d'échanger sur la question de Covid-19. Mesdames et messieurs les députés, je voudrais donc, avec votre permission, passer à la discussion générale et demander au député Kebzabo Saleh d'intervenir. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais exprimer ma satisfaction de nous retrouver encore aujourd'hui face aux membres du gouvernement qui sont concernés par la pandémie, en tête desquels le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je voudrais dire un peu mes sentiments personnels par rapport à l'expansion de cette pandémie. Nos collègues de la Commission utilisent le mot exponentiel. Je crois que ça veut tout dire. Vous vous rappelez que le ministre de la Santé était ici il y a une dizaine de jours, comme il l'a rappelé lui-même. J'ai relu mes notes ce matin. Il nous a dit ici, il y a 10 jours, qu'il y aurait une amélioration de la situation au bout de 2 semaines. Et c'est tout à fait le contraire que nous vivons. Les chiffres ont explosé, même après son passage à l'Assemblée nationale, avec des décès en nombre, j'ai failli dire en qualité, souvent de personnalités que nous connaissons personnellement, ce qui a ajouté à l'émotion. Monsieur le Président, je n'ai pas l'habitude d'être excessif dans ce que je dis, mais je voudrais qu'on souligne ce matin que c'est un échec. La politique du gouvernement en matière d'endiguement de la pandémie est un échec. Les chiffres sont là pour nous le prouver. Nous allons vers les 400. Nous allons vers les 400 cas, ce qui veut tout dire. Mais là où c'est inquiétant, c'est le taux de décès. Nous sommes autour de 11%. Quand je crois sur le plan mondial, on est autour de 7% et en Afrique autour de 4%. Donc là aussi, le Tchad brille par sa position très mauvaise par rapport aux autres pays. Pourquoi? On ne va pas revenir sur le débat de la dernière fois. Là n'est pas mon propos. Mais je constate seulement que la situation s'aggrave. J'aurais aimé que
le ministre nous dise qu'est-ce qui n'a pas marché. On a eu environ 2 mois pour nous préparer effectivement à prendre en charge tous les problèmes récurrents. Mais on est débordé de toutes parts. Et pratiquement tout ce que le ministre a dit la dernière fois ici était faux. Nous avons vu pratiquement sur le terrain comment les choses se passent, aussi bien à Farsha qu'à la Renaissance, auquel on a relayé aujourd'hui d'autres hôpitaux. La situation est très grave, Monsieur le Président. Mon propos consiste à faire une observation d'abord. Comment est-ce que le gouvernement peut-il venir nous demander la prorogation de l'état d'urgence et ne pas nous faire le bilan? C'est quand même la moindre des choses. Le ministre prend la parole et nous parle pendant 2 minutes. Ce qui n'est pas dans ses habitudes, c'est vrai, mais ça veut dire qu'il n'a pas grand-chose à nous dire. C'est ça qui est inquiétant. Je crois quand même que la moindre des choses consistait à venir devant l'Assemblée nationale, présenter un argumentaire pour demander la prorogation et nous dire, bon, voilà ce qui s'est passé pendant les 2 derniers mois. C'est quand même une exigence. Et je crois que la Commission a bien fait de le relever et de demander dans la résolution que dorénavant, on nous fasse un bilan. Quand on viendra à la résolution, je dirais quelle est ma proposition relativement à ce point précis. C'est un échec, Monsieur le Président. C'est un échec pour le gouvernement, c'est un échec pour le ministre de la Santé publique. Et on ne peut pas continuer à compter nos morts comme ça tous les jours. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas être les derniers dans ce domaine-là. Même si nous sommes démunis, il y a des dispositions qu'on peut prendre pour relativiser et amoindrir les choses. Mais nous sommes là. Nos amis meurent. Nos connaissances meurent. Les gens lointains meurent. Et on a l'impression que nous sommes incapables d'arrêter ce flux de décès. C'est ça qui n'est pas normal. Qu'est-ce que les autres ont fait que nous ne savons pas ou que nous ne pouvons pas faire? C'est la question qu'il faut se poser. Je ne vais pas demander comme l'Excel, comme au Maroc, qui aujourd'hui est cité un exemple dans le monde. Mais la Mauritanie, Monsieur le Président, elle n'est pas loin de nous, à tout point de vue. La RCA qui est à côté est à 0 mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que nous ne savons pas faire? Sont-ils mieux équipés que nous? Non. Ils n'ont que le centre Pasteur que nous n'avons pas, mais c'est juste pour les analyses. Et d'ailleurs, à propos des analyses, je voudrais qu'on nous fasse le point. Comment se peut-il qu'il n'y a que le centre de Farsha qui soit en mesure, souvent pas, de faire des analyses? L'appareil est tombé en panne samedi, donc tous les résultats on ne les avait pas. Il a été réparé, je crois, lundi, et le bilan diffusé par le ministère, pour moi, il est faux. L'appareil a été en panne depuis samedi. A-t-on tenu compte des décès du week-end pour donner les résultats du lundi? Je ne le crois pas. Le problème sur lequel il faut insister, c'est le problème des analyses. Vous l'avez déjà dit et il faut le répéter. Il faut qu'on se donne les moyens des tests massifs. Et je crois que tous les spécialistes l'ont dit. Nous autres, on voit seulement, on écoute, on lit, mais on sait quand même faire la synthèse. Si on ne se met pas dans la situation d'être en mesure de réaliser des tests massifs, on ne s'en sortira pas. Les gens vont continuer à mourir sans qu'on sache qu'ils sont en train de mourir de Covid-19. Parce que, quand je dis que les statistiques ne sont pas bonnes, lorsque aujourd'hui, vous constatez que, je crois, quand on fait les tests hors hôpitaux des gens qui sont décédés, on doit être autour de 70%, je crois. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc, il faut prendre le taureau par les cornes, Monsieur le Président. Il faut que le ministre de la Santé, il faut que le gouvernement se mobilise davantage
pour qu'on sorte de cet imbroglio. Tout le monde a appris que ce fameux médicament miracle, le Covid Organics de Madagascar, est arrivé au Tchad. Il doit y avoir maintenant 4 jours environ, je crois. On n'a pas reçu d'informations officielles à ce jour. C'est de sources informelles qu'on apprend, qu'on a reçu 600 doses au carton, on ne sait pas. Aussi bien la cellule dont vous êtes aujourd'hui le président actif, monsieur le ministre, que le gouvernement lui-même, personne ne nous a annoncé de façon précise l'arrivée de ces médicaments. Même si les Malgaches disent que ce n'est pas un médicament, personne ne nous a informé officiellement de leur arrivée, de la quantité et de la destination. Où sont aujourd'hui ces cartons? Ont-ils été remis à la disposition du ministère de la Santé? Qu'en a-t-il fait? L'opinion voudrait savoir. C'est quand même un don à la République. Et d'autre part, monsieur le ministre, on apprend aussi que ces potions-là de Madagascar ont été validées ici uniquement comme complément alimentaire. Donc, n'entrant pas dans le processus de soins, comme les autres médicaments. Qu'en est-il exactement? Où sont passés ces colis venus de Madagascar? Je souhaiterais qu'on nous fasse le point là-dessus ce matin. Et je voudrais en profiter pour dire que depuis que le monde vit sous cette pandémie, vous avez suivi, tout le monde ici, le débat scientifique que d'autres qui en ont les moyens font, les Européens, les Américains, tout ça, à la recherche d'un vaccin probable ou improbable, des médicaments, et ainsi de suite. Mais les pays africains s'organisent eux aussi. Fort heureusement, on reçoit des informations de plusieurs pays. Madagascar est à la pointe, mais le Gabon, le Cameroun à côté de nous, le Bénin, plusieurs pays africains, sur la base de leur pharmacopée naturelle, sont en train de se battre pour trouver des médicaments afin de faire face à la Covid-19. Qu'est-ce que nous on fait dans tout ça? Est-ce que nous sommes en rapport avec nos experts en pharmacopée? Je crois qu'il y en a. Il y a même une association qui est reconnue, je crois. Mais moi, il y a une semaine, un des praticiens m'a appelé pour me dire qu'ils sont totalement ignorés, alors qu'ils pourraient être en mesure d'apporter leur contribution pour que, au plan national, on puisse voir ce qui peut être réalisé et pour qu'on conjugue les efforts contre cette maladie. Donc, monsieur le ministre, en matière de pharmacopée, notre pays est-il doté de plantes naturelles qui peuvent nous permettre de réduire un tant soit peu l'expansion de cette terrible maladie dans notre pays? Monsieur le ministre, quand nous disons qu'il faut faire des tests massifs, il faut en avoir les moyens. Avant que vous veniez la semaine dernière, aujourd'hui encore, on va vous reposer la même question. Où sont les milliards qu'on a annoncés? Les avez-vous reçus? Par qui? Au ministère de la Santé ou à la cellule? On se pose cette question parce que tout est inerte, tout est bloqué. Vous nous avez annoncé beaucoup de choses la semaine dernière. On a commandé, on va faire, on a ainsi de suite. À ce jour, il n'y a aucun changement. Ou est-ce que je me trompe? Je n'ai pas écouté d'informations sur l'arrivée quelconque de produits ou d'équipements qu'on aurait achetés. Pourquoi? Pourquoi nous ne nous donnons pas les moyens d'acheter des équipements pour sauver notre peuple? C'est une exigence, nous ne pouvons pas tergiverser là-dessus. Vous m'apprendrez ce matin certainement que vous avez, je ne sais pas, il y a quelques jours, passé une commande d'un peu plus de 3 milliards pour acheter des médicaments et des équipements.
Monsieur le ministre, vous avez un délai d'1 mois pour recevoir les médicaments. Vous avez un délai de 2 mois pour recevoir les équipements. Ça, c'est le marché que vous avez signé. Vous allez nous le confirmer ici. Vous pensez que le Tchad est aujourd'hui dans la situation où il doit attendre 1 mois pour avoir des médicaments, 2 mois pour avoir des équipements? Là où nous n'avons pas de médicaments, on est presque en rupture. Là où il n'y a pas d'équipement, avec les appareils toujours en panne, que ce soit pour les analyses ou les respirateurs. Non. Non. Non, Monsieur le Président. Nous ne pouvons pas accepter ça. Il s'agit de la santé de nos populations, de notre pays. On ne peut pas accepter tant de légèreté et agir avec, j'allais dire, tant de manque d'expérience. Ce n'est pas normal. Vous allez les commander en Inde là-bas, c'est bien. Je voudrais dire que, à côté de nous ici au Maroc, avec qui on a d'excellentes relations, les Marocains s'en sortent tout seuls. Les médicaments comme les équipements, ils les fabriquent eux-mêmes. Je crois qu'avec les relations diplomatiques qu'on a avec le Maroc, et s'agissant de l'urgence qui est signalée, on aurait pu tout simplement aller au Maroc à côté, acheter tous ces médicaments qu'on n'a pas, et tous les équipements dont on a besoin et qui sont fabriqués au Maroc. Ils peuvent être plus chers, mais ils seront livrés plus rapidement. Nous sommes en situation d'exigence, vraiment sous pression, pour arrêter cet hécatombe qui s'est abattu sur notre pays. On ne peut pas continuer à compter nos morts tous les jours, alors qu'on peut s'organiser pour essayer de diminuer tout ça. On peut s'organiser si nous-mêmes, on s'en donne les moyens, on s'en donne les capacités. Lorsque nous avons assisté à un départ massif des jeunes ou des moins jeunes quittant N'Djamena avant le 8 pour rentrer massivement vers le sud, massivement vers le nord. Pourquoi? On en connaît les raisons, parce qu'ils sont en train de fuir N'Djamena qui est un foyer de mort. Mais quelle disposition a-t-on prise pour vérifier leur état sanitaire? On savait depuis un moment que les jeunes étaient en train de partir de N'Djamena. Pourquoi on ne les a pas interceptés quelque part pour vérifier par des tests leur situation avant de les laisser continuer? Ou bien les attendre à l'entrée des grandes villes pour faire des tests, les dépister, pour voir s'ils ne vont pas importer cette maladie dans d'autres régions? Parce que c'est le cas actuellement. Dans vos communiqués, aujourd'hui vous avez ouvert un paragraphe pour les provinces qui s'allonge. Hier c'est Bongor. Avant-hier c'était 2 ou 3 autres provinces. Et quand vous allez calculer avec la date de départ massif des gens qui sont partis de N'Djamena, depuis environ 1 semaine ou 2 semaines, vous allez avoir une explosion de maladies dans les autres provinces. Comment vous allez faire? À N'Djamena déjà on n'a rien. Dans les provinces on n'a absolument rien. Mais rien. Vous avez un de vos médecins de SAR qui vous a interpellé publiquement dans une vidéo qui a été diffusée, que tout le monde a vue. Ça même c'est un signe déjà d'échec. Lorsqu'un médecin vient interpeller son ministre par des vidéos, ça veut dire que la chaîne de communication dans le ministère est rompue. Ça veut dire qu'on n'écoute plus le personnel. Et le personnel soignant, comme on l'a déjà dit, et la résolution met aussi l'accent là-dessus, le personnel soignant doit être protégé. Parce que si eux, ils ne sont pas protégés, nous allons tous mourir. Il faut donc les équiper, les protéger en priorité. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et je pense que tout cela fait partie de tous ces problèmes que nous vivons et qui m'ont amené à conclure que, Monsieur le ministre, c'est un échec. Je n'ai pas souvent l'habitude de m'en prendre personnellement aux ministres ou aux individus qui sont là. Ne prenez pas ça pour une attaque personnelle. Je constate tout simplement que nos structures ne fonctionnent pas. Je ne sais pas quel rôle personnellement vous jouez là-dedans, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas et les résultats sont là pour nous dire que ça ne marche pas. Alors, Monsieur le Président, il y a des conséquences de tout ça dans d'autres domaines.
Peut-on aborder les problèmes relatifs à la sécurité? Oui, parce que c'est l'une des conséquences. Aujourd'hui, comme la dernière fois, je vais encore interpeller le ministre de la Défense, chargé de l'Intérieur. Il n'est pas normal que les soldats, les gendarmes, les policiers, les gardes nationaux se comportent comme s'ils sont venus de l'étranger pour taper les Tchadiens. La seule disposition qu'ils savent, c'est de frapper les gens, de brutaliser les gens. Il faut arrêter. C'est des Tchadiens comme nous, ce sont nos enfants, nos frères, nos sœurs. Ils ont choisi d'être dans le kaki, ils doivent respecter les droits de l'homme. Ils doivent respecter les droits élémentaires. Être en kaki ne veut pas dire s'octroyer le droit de brutaliser à tout va n'importe quel citoyen. Ce n'est pas normal, il faut arrêter. Et c'est comme ça qu'on risque d'avoir des accidents malheureux. Hier soir, dans un village de Pala, c'est ce qui s'est passé. Et ça se passe un peu partout. Ils interviennent parfois dans des concessions, empêchant la famille d'être ensemble. Non. Même s'ils veulent le faire, il faut le faire de façon didactique. Il faut venir expliquer aux gens que même à la maison, il ne faut pas s'agglutiner. Là, oui, c'est le rôle d'un militaire ou d'un gendarme. Mais entrer dans une concession, brutaliser les gens, arracher leurs biens, comme des motos, c'est ce qu'on a vécu hier, ce n'est pas normal. Il faut arrêter ce genre de comportement. Et l'application, j'allais dire, étendue des décrets sur les mouvements doit aussi être revue. Il ne faut pas que les gouverneurs empêchent qu'il y ait une circulation dans leur région. Aujourd'hui, vous avez des départements, des chefs de département qui sont soumis à cette loi aussi. Ce n'est pas normal. On a dit tout simplement que N'Djamena et les 22 cartels de province, on n'entre pas, on ne sort pas. Point. On n'a pas dit Bongor ou Kelo. On n'a pas dit Oumadjer. Et qu'on sache aussi que j'ai cité 3 villes qui sont des villes de transition. Si quelqu'un part d'Abéché ou je ne sais pas, ou Damdam, et qu'il doit traverser Oumadjer, on ne peut pas l'en interdire. Si un habitant d'Oumadjer, de Kelo, de Bongor, de Pala veut aller au champ, on ne peut pas l'en interdire. Aujourd'hui, on a empêché les gens d'aller au champ. Il pleut dans certaines régions au sud. On a commencé à labourer pour semer. On les empêche de sortir. On a une solution pour nous donner à manger. Mais ce sont les cultivateurs qui nourrissent les villes. Si les cultivateurs ne vont pas au champ et qui est en retard dans les semis, donc il n'y a pas de production et par conséquent N'Djamena ne mangera pas. Puisque N'Djamena est le plus grand marché de céréales et de vivres de façon générale dans le pays. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont dans la périphérie de N'Djamena, qui produisent des légumes, qui produisent des céréales. On les empêche de sortir. Dans une semaine, il n'y aura pas à manger, il n'y aura pas de légumes et de fruits à N'Djamena. Est-ce que c'est ça l'objectif? Je ne le crois pas. Donc, l'application rigide et rigoureuse d'une loi ou d'un règlement est bien, mais en même temps, il faut l'humaniser. Il faut savoir en faire une bonne utilisation pour qu'il n'y ait pas de problème. Que dans certaines villes de province, le comportement des forces de l'ordre a amené, dans telle ville par exemple, à interdire l'utilisation de mototaxis. Est-ce que c'est ça la décision? Je ne le crois pas. On a été plus loin jusqu'à interdire carrément la circulation des motos. C'est une utilisation un peu abusive des règlements qu'on a pris pour nous protéger. Mais Monsieur le Président, je comprends que j'ai peut-être été long. Vous me permettrez de reprendre la parole tout à l'heure pour voir dans d'autres secteurs quelles sont les conséquences de la Covid-19 dans notre comportement et dans la vie de tous les jours pour nous permettre de nous adresser aux ministres et de leur dire un peu quelles sont nos attentes vis-à-vis du gouvernement pour conjuguer nos efforts afin que nous nous en sortions un peu mieux que cela. Je vous remercie. Merci, député Kebzabo. Le député Oumar Ibn Badaoud. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Monsieur le ministre, comme vous l'avez tout de suite signalé, que
cela 10 jours que vous étiez ici. Vous nous avez donné quand même d'espoir. Je vous ai posé la question sur la prévision. Qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour endiguer la pandémie? Vous m'avez répondu qu'il y a 84 lits, et ainsi de suite, tout est vide. On a l'impression que le gouvernement cherche plutôt à s'adapter à l'évolution de la pandémie. Mais il ne met pas une prévision pour endiguer cette maladie. Notre constat, monsieur le ministre, ces derniers temps, la prise en charge des malades n'est pas réelle. Vous vous rendez compte qu'au niveau du service de la radiologie, il n'y a pas de techniciens. Ils fuient même le travail. Les infirmiers guéris, ceux qui ont été contaminés et sont guéris, refusent de reprendre le travail. Refusent le travail parce que les agents déplorent toujours le manque d'équipement. Même s'il y en a, vous parlez de masques, c'est des masques périmés. Vous avez vu les lettres. Eux, ils l'ont rassuré, même si c'est périmé, portez-le. Manque de masques. Il n'y a pas de surblouse et autres. Le cas que mon collègue venait de relever, c'est le médecin de SAR vous a interpellé par une vidéo. Et il n'est pas seulement le matériel d'équipement, mais même les médicaments en manque aujourd'hui. Hydroxychloroquine, azithromycine, tous ces médicaments en manquent. Aujourd'hui, selon nos informations, ça ne va même pas couvrir 15 jours. Ça manque. Monsieur le ministre, pour moi, pourquoi ne peut-on pas utiliser la voie diplomatique pour acheter tous ces produits-là ici au Maroc, en Égypte? Tout récemment, la France même a acheté au Maroc ces produits. Selon certaines sources, avec 1 milliard, nous pouvons acheter tous ces produits pour couvrir une période au moins 1 mois. La fois dernière, vous nous avez présenté un plan que tout est ceci, formation, etc., de plusieurs rubriques. Aujourd'hui, la pandémie a pris le dessus. Donc pourquoi ne pas utiliser la voie diplomatique pour acheter ces produits-là au niveau du Maroc? Monsieur le ministre, ma deuxième question, c'est sur les résultats du Covid organique. Sans rentrer dans les détails ou bien le débat scientifique, que le Tchad a fait ses observations ou validations, etc. Mais pour moi, c'est pour savoir c'est combien est la quantité, quelle est la clé de la répartition dans les autres provinces touchées. Nous avons aujourd'hui au moins 9 provinces qui sont touchées, mais quelle est la clé de la répartition? Monsieur le ministre, les tests là, les machines de tests qui sont dans les provinces ne sont pas opérationnelles. Ne sont pas opérationnelles? Je ne sais pas, j'ai vu de la liste, il y en a 2, 3 ou 4 qui existent dans les provinces. Mais s'il y en a, pourquoi ne pas envoyer des agents formés, comme vous l'avez dit la fois dernière, pour faire les tests sur place? On constate que quand on fait du prélèvement, par exemple, à Abéché, prendre le prélèvement d'Abéché et N'Djamena, 900 km, il faut 2 fûts. Et le résultat, pour obtenir le résultat, il faut 3, 4, 5 jours. Et entre-temps, le patient se dit qu'il n'est pas malade, il continue à contaminer les autres.
C'est quand on lui déclare que vous êtes positif, c'est en ce moment que on commence, n'est-ce pas, à être restrictif. Il faut plutôt mettre opération les autres machines des autres provinces. Monsieur le ministre, moi je me sens un peu confus quand on a dans notre tête que tout ce qui vient d'ailleurs là est bien. Et qu'on doit soumettre tout le monde sous le même protocole d'accord. Mais l'Afrique aussi a ses spécificités. Il faut aussi développer notre pharmacopée. Il faut les associer. Nul n'était cette acculturation et que le virus venait quand l'Afrique n'était pas soumise à tous ces ordres-là. Vous pensez qu'on allait laisser les parents mourir? On allait s'adapter également avec nos remèdes pour faire face à ça. Donc, il faut aussi associer notre pharmacopée. Mais moi, ma question, c'est que on a tout canalisé. Vous dites que quand vous sentez quelque chose, il faut aller vers Farcia. Bien. Aujourd'hui, on ne fait pas la différence entre le sujet déclaré malade et le sujet asymptomatique, qui en principe, asymptomatique, il est infecté, mais qui ne fait pas la maladie, qui devait être gardé, ne reste que même dans son domicile, surveillé, et on fait faire le prélèvement. Mais le fait qu'on mette tout ensemble, le sujet déclaré malade et les asymptomatiques, tous ensemble, pose un problème d'espace. Vous n'aurez même pas la gabarit de prendre tout ce monde-là en charge. Il n'y aura pas d'espace. Donc, pour solutionner, il faut intégrer ou bien signer des contrats avec les jeunes médecins en fin de formation, de suivre ceux-là depuis le domicile. C'est quoi? C'est que l'asymptomatique, il peut rester dans sa chambre, ne pas sortir pendant 12 jours, 14 jours. Ça résout un peu le problème de faire le pléthore, occuper tous les lits de l'hôpital. Monsieur le ministre, par rapport à la prorogation de l'état d'urgence pour 2 mois, j'aimerais que si le ministre de l'Agriculture étant là, il pouvait un peu nous répondre, mais quand même il y a la solidarité gouvernementale. 2 mois, c'est jusqu'au 16 juillet. 2 mois, c'est 16 juillet. Cette prorogation avec les mesures d'accompagnement, en plus sur le calendrier agricole. Ça c'est un. La population urbaine, que nous sommes là, certains sont des agriculteurs. Ils ont envie aussi d'aller en brousse labourer. Et même les agriculteurs ruraux ont aussi leur intérêt dans les grandes villes. Ils viennent chercher les semences, ils viennent chercher la roue, etc., etc., quelques moyens. Et aujourd'hui, je me pose même la question, je posais la question à mon voisin que les quincailleries sont fermées, la saison de pluie arrive, où est-ce que nous allons trouver les pelles même, ne reste que pour curer, n'est-ce pas, à nos caniveaux. Alors donc, ce blocus raide entre, maintenant parce que dans les départements, on dit telle sous-préfecture, vous n'avez pas le droit d'aller dans telle sous-préfecture. Tel département, vous ne pouvez pas aller au chef-lieu de la région. Est-ce que on sait que cette situation va impacter négativement le rendement de la campagne agricole de cette année? Mais maintenant, ma question, est-ce que la prévention de l'ONASA que le chef de l'État a dit prend en compte le risque, le manquement de cette année et le déficit que va engendrer également ces mesures pour l'année prochaine? Parce que ça fait 2 manques que nous allons gagner. Monsieur le ministre, comme le gouvernement est collégial, je voulais poser également une question sur l'éducation.
L'école est restée fermée jusqu'à nos jours, malgré les solutions envisagées par l'école télé, qui en réalité ne couvrent pas l'ensemble du territoire. Si on évalue, ça ne peut être que 15% des élèves qui ont accès à la télé. Mais face à cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire? Déclarer l'année blanche? Ou bien à quand peut-on organiser les examens? Si on veut organiser les examens, sur la base de quels cours? Comme c'est une situation d'ensemble, également il faudrait que le gouvernement nous informe. Monsieur le ministre, la fois dernière vous avez ici défendu le texte sur l'état d'urgence avec le ministre EGG. Vous nous avez dit que dès l'arrivée de la pandémie, le gouvernement a pris des mesures dans le sens divergent. Il fallait un peu une sommité qui est le décret d'état d'urgence qui devait venir chapeauter, n'est-ce pas, tous les autres organes qui devaient diriger le guide de cette pandémie-là. Mais on se rend compte que, expliquez-nous avec un peu d'exactitude là, cellule de veille, le ministère à part, comité scientifique, chapeauté par qui? Parce qu'il y a des mesures, on sait que il n'y a pas une organisation de cohérence dans les décisions, à part les mesures, mais la maladie elle-même là, je pense que ça échappe. Donc, expliquez-nous qui chapeaute cette organisation, parce que pour remettre des casques, il faut aller à la présidence. Pour signer un papier, il faut aller à la présidence. C'est un problème de santé publique. Ça devait être chapeauté par le ministre. Dès que le décret est sorti, c'est le ministre qui doit chapeauter tout cet organe, à mon avis, qui doit conduire, n'est-ce pas, toute cette organisation. Mais j'aimerais que vous nous éclairez un peu de leur fonctionnement. Monsieur le ministre, vous avez déclaré qu'il y a 31 milliards, etc. Où est parti cet argent? C'est où? Vous ne nous dites pas qu'on a acheté telle chose et la maladie continue. Expliquez-nous un peu quelles sont les commandes lancées, la durée de livraison c'est quand, et il faut renégocier d'autres marchés. On ne peut pas attendre 2 mois, 3 mois pour une commande et puis on va continuer à enterrer les parents. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, j'ai aussi une inquiétude. D'ici 8 jours, ça sera la fin du Ramadan. La fin du Ramadan, le couvre-feu, lui, il est de 20h à 5h du matin. Même s'il n'y a pas de prière, pas de souci. Mais le mouvement de la population, là, dans la journée, ça va être intense. Si le gouvernement ne prend pas de dispositions, après les 2 jours de Ramadan, on risquerait d'avoir également des nombres d'infections à hausse. C'est ça ma crainte. Parce qu'on va dire, bon, la nuit, on n'aura pas le temps, on va aller saluer celui-là, on va aller s'autoriser dans la journée. Les promenades vont se multiplier. Malgré que vous avez dit que pas de visite de 2 personnes ou bien 1 personne dans les familles, mais en réalité, vous avez vu les commentaires sur la télé, les marchés publics, ça s'anime comme avant. Vous passez sous les arbres, les gens sont assis comme avant. Donc, le jour de la fête également, ça va être la même chose. Et le risque de la contamination également va être en hausse. C'est ça ma crainte. Je voulais interpeller le gouvernement à réfléchir pour les 2 jours de la fête. Monsieur le Président, pour finir, je voulais poser une question au ministre EGG, demander ou plaider. Moi, je pense que le temps n'est plus aux fausses informations.
Le temps n'est plus aux fausses informations. Les actes du chef de l'État ont force de loi. Je voudrais qu'on rétablisse purement simplement la lecture des décrets à la radio. Pourquoi on ne crée pas encore de confusion sur la toile? À chaque moment, c'est un décret signé du président de la République. Le couvre-feu, c'est à 14h à 23h. Ou bien c'est de 23h à 5h du matin, etc. Non. Nous gérons une guerre. C'est une guerre sanitaire. Donc les informations doivent être exactes pour éclairer un peu l'opinion. Donc, pour tout, si vous ne voulez pas que les autres décrets apparaissent, mais tout ce qui concerne la santé, toutes les décisions, il faut que les décrets soient liés à la radio pour tranquilliser un peu, n'est-ce pas, la population. Merci, Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, Monsieur le député Daoud. Député Absita. Merci, Monsieur le Président. J'ai une seule question adressée au ministre de la Santé relative à la pandémie, mais le 5e vice-président Omar Ibn Daoud m'avait devancé, mais quand même, je vais poser cette question parce que c'est pour moi une inquiétude. Tout simplement, quelles mesures supplémentaires à prendre par le gouvernement pour limiter, voire empêcher la propagation de la pandémie Covid-19 pendant les 2 journées des fêtes de fin de Ramadan, qualifiées de journées à haut risque. Parce que la population tchadienne fidèle à ses us et coutumes va fêter la fête de l'Aïd comme si rien ne s'est passé. Et ma crainte, c'est seulement ces 10 journées-là, il y a vraiment un risque de répandre la pandémie. Certains États, par exemple, ils ont carrément pris des mesures et pour limiter cette pandémie, par exemple, ils ont instauré le confinement total durant ces journées de fête. Est-ce que le gouvernement tchadien entend prendre des mesures dans ce sens ou bien comment? Parce que c'est une inquiétude déjà. Donc les autres questions ont toujours développé, c'est vrai, c'est regrettable, la pandémie progresse, ça nous inquiète et vu vraiment la perte des amis, des parents, des enfants, ça continue, mais on doit faire quelque chose pour arrêter cette hémorragie-là. Et donc je vous remercie. Merci, Madame le député Jimé Clément Bagao. Merci, Monsieur le Président. Je pense que la prorogation de l'état d'urgence, c'est une nécessité, parce que vu l'ampleur que prend la maladie. Mais maintenant, ce qu'on doit apprendre aussi, s'adapter à la situation. Parce que là, je ne pense pas que nous allons simplement ignorer à côté toutes les autres difficultés. Nous parlons un peu du cas de la circulation entre nos différentes régions ou bien entre la ville de N'Djamena et les autres provinces. Je pense que le décret ou bien l'arrêté est mal appliqué dans son ensemble. Comment pourrions-nous comprendre que N'Djamena, comme le disaient certains qui m'ont précédé, il est ravitaillé quasiment que par les villages environnants. On peut sévrer N'Djamena, et comment allons-nous vivre? Est-ce que c'est à partir, je ne sais pas, de céréales qu'on va commander, je ne sais pas d'où, ou bien
les légumes et autres, les fruits, comment nous allons vivre? Je ne sais pas, parce que là, le ministre nous a dit la fois dernière que, bon, il y a des mesures d'accompagnement, mais ces mesures d'accompagnement, on ne les ressent pas à travers la ville de N'Djamena. Et pire encore, en province, je n'y pense pas. Et monsieur le ministre de la Santé, vous savez qu'on ne peut être en bonne santé que quand on a le ventre plein, hein, quand on a faim, on n'est pas en bonne santé. Si mon approche d'être en bonne santé est quand même peut-être quand même acceptable, c'est que quand on est en bonne santé, on doit être en santé physique, mentale et autres, on doit être aussi en paix, tout ça. Mais quand c'est dans ces conditions, quand des gens en N'Djamena crèvent de faim, ils n'arrivent pas à trouver un bout de pain de 50 francs toute une journée, parce qu'ils n'ont plus d'activité. Parce que la fois dernière ici, quand j'avais posé la question, comment peut-on juger la mesure entre les personnes vulnérables et les personnes non vulnérables, qui n'avaient pas reçu de réponse, et je ne sais pas. Maintenant, comment allez-vous faire pour distinguer ces personnes vulnérables des personnes supposées non vulnérables, mais qui en réalité sont vulnérables, parce que on les a rendu la vie vulnérable par les mesures prises pour contrarier le coronavirus. Et là, le ministre de la Défense est là, c'est une bonne chose. Monsieur le ministre de la Défense, ce qui se passe à travers le pays, et particulièrement en N'Djamena, le comportement qu'adoptent nos forces de défense et de sécurité sur la population, c'est comme s'ils sont en guerre contre la population tchadienne, mais ils ne sont pas en guerre contre le Covid-19. C'est quand même regrettable. Parce qu'on tape sur les paisibles citoyens. Est-ce qu'on peut éduquer quelqu'un en le tapant, en le fouettant? Ça, c'est vraiment un peu de trop. Et là, on empêche systématiquement. Je prends par exemple la ville de Koundoul et par exemple Pombili-les-Audes. En toute franchise, c'est supposé anciens villages autour de N'Djamena font partie intégrante de N'Djamena, parce que la plupart des fonctionnaires vivent là-bas et les petits maraîchages et autres se font à travers ces villages environnants. Mais malheureusement, on empêche à ceux-là d'amener leurs produits au marché. Comment nous allons nous ravitailler? Je vous cite simplement un exemple où moi-même j'ai vécu la scène. Je me rendais simplement au périmètre rizicole, juste à la sortie sud de Toukoura. Je viens, je trouve au moins presque une centaine de personnes bloquées par les forces de l'ordre qui les empêchaient d'aller au champ. Je ne sais pas, Madame la ministre de l'Agriculture, je ne sais pas quelles sont les dispositions que vous prenez ensemble avec vos collègues pour protéger quand même les agriculteurs. On leur dit de ne pas aller au champ. Et quand je suis arrivé, et j'ai essayé de dire aux policiers qui étaient là, je dis, mais ceux-là, ils partent au champ, ils disent Malamani. C'est la réponse que le grand policier m'avait donnée. Donc, j'ai eu de la retenue, je suis descendu de ma voiture, j'ai garé la voiture, je suis allé voir quelqu'un qui portait des barrettes. C'était un capitaine, je ne sais pas s'il... Parce qu'il n'avait pas d'insigne sur lui, je ne sais pas s'il était policier, gendarme ou bien agent forestier. De toutes les façons, il était en tenue. Je suis allé vers lui, il était assis. J'ai pris le soin de m'asseoir à côté de lui. Et pour lui demander, mais ceux-là, devant vous, là, il y a le champ que vous voyez devant, là. C'est là où ils partent. Il dit, mais c'est les instructions qu'on les a données. Donc,
ils ne peuvent faire autrement. Je dis, mais comment ils vont faire? Parce que ces champs-là vont périr. Et c'est après échange, il m'a dit comme ça, bon, on autorise aux gens là d'aller, et que demain, qu'ils ne reviennent pas. C'est juste pour vous dire que c'est compliqué. Hier, je revenais encore d'un autre village vers après Walia, vers le bord du côté du Chari. Je viens sur la route, je trouve des gens avec les tomates, les sacs de tomates et puis les cartons là. Il y avait un véhicule de la gendarmerie garé, je ne sais pas. Mais j'ai roulé doucement, j'ai pris le soin d'observer. Et je ne sais pas, est-ce que la gendarmerie prélève maintenant des taxes sur la tomate? Bon. C'est quoi j'ai vu, je ne sais pas si c'est une commission qui rendait aux gendarmes. Mais est-ce qu'on a créé simplement des moyens d'arnaque à ces forces de l'ordre à abuser de la population? Maintenant, on dit qu'on va prolonger l'état d'urgence pour 2 mois. C'est une bonne chose, comme je le disais au départ. Mais quelles sont les dispositions qui seront prises, comme mes collègues le disaient, pour permettre à nos cultivateurs d'aller travailler leurs champs? Sinon, ça va être la catastrophe. Et je n'y pense pas un instant que le gouvernement aura des épaules larges pour nous acheter à manger tous. Je n'y crois pas. Et ça ne serait pas aussi de la bonne qualité. Donc, qu'on y réfléchisse à ça. Les mesures sont là, mais il faut alléger les mesures. Moi, je ne pense pas que le Tchad est gravement touché par rapport au Cameroun, par rapport, je sais pas, à d'autres pays. Et comme je ne suis pas en plein pied dans la chose, vous pouvez me dire que le Cameroun, qui jusqu'à présent, la circulation continue entre les différentes villes, les activités se font normalement, mais les précautions d'hygiène et des mesures barrières, ce sont celles-là qu'on encourage les gens à observer. Mais est-ce que le Cameroun est en péril? Pourtant, ils ont été attaqués avant nous. Et je suivais depuis hier un peu les analyses de certains experts de l'OMS, et dont la tendance nous dit que la COVID-19 risquerait d'être comme la grippe, et on devrait apprendre peut-être à vivre avec la COVID-19. Je ne sais pas si peut-être nous on ne prend pas le soin de suivre ce qui se passe par rapport à l'évolution de la pandémie, mais sinon il y a lieu aussi à réfléchir. Ça, le ministre nous a fait savoir la fois dernière ici qu'il y a un comité, il y a un conseil scientifique qui est là, mais maintenant quelle est la réflexion effective qu'a pu faire le conseil scientifique depuis sa mise en place jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que c'est simplement vous éditer les mesures barrières, ou il y a d'autres réflexions qui par exemple tendraient à encourager notre pharmacopée? Parce que je pense que l'Africain, nous sommes en Afrique bien sûr, et avec notre pharmacopée, parfois, on s'en sort, parce qu'on a l'habitude de traiter d'autres genres de grippe. Est-ce qu'on peut pas s'en sortir si on essaie? Parce que là, aujourd'hui, le cas du Covid organique par le Madagascar nous édifie. Mais est-ce que notre conseil scientifique est là simplement pour dire qu'il faut respecter les mesures barrières, qu'il faut prendre des mesures, instaurer l'état d'urgence, il faut, je sais pas, le couvre-feu? Est-ce que c'est à ça que résume la réflexion du conseil scientifique? Sinon, qu'est-ce qui est produit exactement jusqu'à aujourd'hui? Concernant l'éducation nationale, partout à travers le monde, sans me tromper, tout le monde est en train de reprendre le chemin de l'école. Mais
chez nous, on ne fait pas du tout cas. Mais maintenant, s'il arrive, ça se produit comme ce que les experts de l'OMS et autres sont en train de dire, qu'on devrait apprendre à vivre avec le Covid. Mais quand nous fermons totalement l'œil sur l'éducation nationale, est-ce que nos enfants vont définitivement rester à la maison? Ou quand est-ce qu'on pourra réouvrir les portes de nos écoles? Et les mesures d'accompagnement, oui, on en a beau chanter, mais jusqu'à présent, ça ne se concrétise pas. Je vous dis que c'est très alarmant parce que la population meurt de faim. Beaucoup de gens ne trouvent pas aujourd'hui à manger. Et si je ne me trompe pas, je lisais un document que le FMI a mis à la disposition du Tchad 115 millions de dollars, ce qui équivaut environ à 86-87 milliards de CFA, qui devraient être immédiatement décaissés. Et comment, en dehors de ce qui était déjà tiré sur le budget tchadien, comment cet argent sera géré? Est-ce que le comité de veille est en train de jouer pleinement son rôle? Parce que est-ce que ce n'est pas simplement du folklore? Et la réalité est autre. Si on s'en tient simplement à ce qui se raconte dans les quartiers, on se dit pourquoi le comité de veille devrait encore exister s'il n'a pas son rôle d'y être. En ce qui concerne la fête du Ramadan, moi je dirais la bonne manière serait de saisir le comité islamique, d'essayer de mener déjà une sensibilisation auprès des croyants et de dire que les visites le jour de la fête sont interdites et qu'on ne permettrait pas les visites. Il faudrait que les uns et les autres soient sensibilisés. Et le gouvernement doit appuyer que les visites sont interdites. Je pense que si la communication passe, si l'information passe, ça serait une réussite. Par rapport, là c'est mon avis personnel, par rapport à des mesures de confinement et qui en réalité, je ne sais pas. Je ne sais pas est-ce que ça donne actuellement ou non, mais au fond, moi je dis, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Donc, il faut faire un travail. Parce que, monsieur le ministre, la fois dernière, on vous demandait que l'information ne passe pas et que même en Djamena ici, les gens ignorent, mais on nous dit, ça va, ça se passe bien parce que la radio parle, la télé, et malheureusement, la télé et la radio ne sont suivies que par une poignée de personnes. Donc, il faut mettre en place un mécanisme plus fiable, plus crédible, à transmettre le message, l'information et à atteindre la cible qui sont nos populations, pour que chacun prenne conscience de la gravité de la situation et chacun s'engage à combattre le Covid. C'est ça ce que nous cherchons à faire. Nous voulons avoir l'adhésion de tous les Tchadiens et leur engagement à combattre la maladie. Et malheureusement, ce que on pense que en faisant les communiqués, en signant des décrets et en demandant aux forces de l'ordre de taper sur la population, et on dit si tu veux pas, on va te montrer. Donc, nos forces de l'ordre n'ont que leurs muscles à montrer, comme je sais pas, comme quelqu'un le disait que la dernière chose que Ben Laden aurait vue, c'est le canon, c'est pas de Marines des États-Unis. Pourtant, dans le décret, il a été dit quand même dans l'article 2 et à l'alinéa 3
interdire aux personnes de sortir leur domicile, de sortir leur domicile, je sais pas, sous réserve de déplacement strictement indispensable. Je sais pas, parce que peut-être que je suis en train de mal comprendre ça. Sinon, il y a quand même des déplacements strictement indispensables, mais c'est lesquels? Est-ce qu'on pouvait... Parce que sinon, ce qui se passe là, ça risquerait de rendre plus pire les choses. Donc, surtout, je reviens une dernière fois demander à Madame la ministre de l'Agriculture de plaider auprès de son collègue de l'Intérieur et de la Sécurité et pour revoir un peu la situation des agriculteurs, parce que si on empêche à nos agriculteurs d'aller labourer, le résultat, on va tous le sentir. De toutes les façons, maintenant, tout devient cher sur le marché. Les poissons qui nous venaient du lac arrivent du Sud-Oman et puis autres. Et quand on dit qu'il faut laisser les gros porteurs circuler à 22 heures, mais ça c'est le gros porteur. Mais la petite mobilette qui transporte de l'iam, qui transporte, je sais pas, du banga ou qui transporte de la tomate ou bien du daraba, ne peut pas attendre 22 heures pour circuler. D'ailleurs, à 22 heures, c'est fermé. Et moi, je dirais même que le couvre-feu qui commence de 20 heures, c'est un peu très tôt. C'est un peu très tôt. Mais il faut revoir la situation. C'est pas le fait de tout fermer. Et je vous disais tout à l'heure, est-ce que le Cameroun à côté est aujourd'hui en péril parce que la circulation continue et tant d'autres pays. C'est plus travailler le mind de la population à comprendre, à s'imprégner de la réalité, à s'engager à combattre le mal. Le député Rakis Ahmad Saleh. Merci, Monsieur le Président. Que dire après toutes les interventions de mes collègues qui m'ont précédé? Beaucoup de mes préoccupations qui me tenaient à cœur, je le dis, ont été prises en compte dans l'intervention brillante, de façon très éloquente, par mon aîné, le président Kebzabo. Donc je fais mienne la somme de tout ce qu'il a eu à dire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, particulièrement le ministre de la Santé, nous avons eu à engager un débat il y a une dizaine de jours. À mon sens, vous aurez eu déjà la faveur d'une feuille de route assez riche qui vous aurait déjà permis au jour d'aujourd'hui de poser des actes concrets, salutaires, qui auraient pu sauver les vies de nos frères compatriotes tchadiens. Mais fort malheureusement, nous constatons avec beaucoup de regret, chaque jour que Dieu fait, nous enregistrons que de morts. Beaucoup de nos amis, de nos proches, de nos connaissances disparaissent dans l'anonymat total. Et que dire de ceux qui encourent encore le risque, puisque les mesures ne sont pas, ou les dispositions ne sont pas totalement prises pour nous éviter le pire. Monsieur le ministre, nous avons relevé le manque ou les sous-équipements de nos structures sanitaires ici. Mon collègue tout à l'heure venait de dire, et ce qui me chagrine encore davantage, m'inquiète, c'est d'apprendre que les commandes ne seront livrées que dans 1 ou 2 mois. D'ici là, Dieu seul sait qu'est-ce qui pourrait arriver à beaucoup de nos malades. Une des questions qui a été aussi
soulevée par mes collègues, c'est la destination compris les produits malgaches qui ont été livrés ici, à notre pays. Il paraîtrait que n'eût été la vigilance, ou je ne sais pas, la curiosité de certains internautes, personne n'aurait appris que ces produits ont été donnés ou livrés au Tchad en don. Il paraît que c'est la curiosité d'un internaute qui est entré dans un site malgache et, surprise, il tombe sur l'information selon laquelle le Tchad a été fourni en produits malgaches, comment on les appelle, organiques là. Ce n'est pas les termes exacts. Donc, que cache-t-on? Est-ce que ce ne sont pas des produits qui sont censés aider la vie ou sauver la vie de tous les Tchadiens, sans exception? Parce que, et nous qui sommes aussi assez souvent présents sur les réseaux sociaux, nous constatons, ou nous voyons des personnes qui s'affichent gaillardement avec les produits en main pour annoncer au large public: ah, j'ai déjà vidé ma bouteille, je suis ceci, je suis cela, et vous savez qui sont ces personnes. Monsieur le ministre, nous ne dirons jamais assez qu'il y a une cacophonie telle que on ne sait pas qui fait quoi. Et c'est là tout le risque. Parce que, en ayant plusieurs têtes porteurs de décisions, nous ne savons finalement pas qui est la personne ou quelle est la personne qui réellement est responsable de gérer les urgences liées à la lutte de cette pandémie. Tantôt, le comité de veille, nous avons vu ses limites. Par ailleurs, cette bombe qui vient de s'exploser dernièrement en son sein, nous leur souhaitons un prompt rétablissement, une meilleure santé, mais cela veut dire tout ce que cela veut dire. Dans ce pays, nous avons été toujours habitués à constater que tant que le chef de l'État n'est pas au devant, le reste des membres ne fait rien ou ne peut rien faire. Je me demande, depuis quelque temps, son absence est liée à quoi? Et profite pour demander à ce que le chef de l'État sorte de son isolement et vraiment qu'il reprenne son bâton de commandement et vraiment dans l'urgence de vraiment poser les actes qu'il faut poser pour sauver la vie de milliers de Tchadiens. Monsieur le ministre, comme je le disais, j'ai des préoccupations aussi relatives au fonds, aux différents fonds qui ont été mobilisés par les opérateurs économiques, les différentes institutions, les acteurs politiques, les autres institutions bancaires, etc., à l'endroit du comité de veille. Dans la somme de ces contributions, est-ce que vous avez une idée ou pourriez-vous nous préciser quelle est la part qui est dédiée à la santé? Avez-vous une idée précise de la somme de tout ça qui est prévu ou dédié à la santé? Monsieur le ministre, il m'a été rapporté une information et je vous prie de la prendre avec beaucoup de sérieux et d'instruire qui est-ce qu'il faut instruire, parce que à Ati, le cas qui a été signalé, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas les résultats. Si vous les avez, dites-nous, est-ce c'est un cas réellement avéré ou les doutes persistent? Parce que on aurait appris que vous avez
des pannes, des appareils, je ne sais pas, pour faire les analyses et tout ça. Mais il y a 2 cas qui nous ont été portés, c'est ceux de 2 personnes qui ont pratiquement fui N'Djamena après avoir assisté longuement des personnes malades de Covid-19. Et une fois mort survenu, ces personnes ont fui la capitale pour aller se réfugier à Ati, précisément à Ati. Il y a 2 cas. Donc je vous prie de voir avec vos responsables à différentes échelles pour essayer de remonter l'information et de prendre ces personnes avec beaucoup d'attention. Comme nous parlons aussi de la situation, messieurs les ministres, je ne sais pas, la ville d'Ati, le chef de l'État, dans ses promesses, les mesures d'accompagnement qu'il a eu à annoncer à l'endroit de la population, Ati est actuellement sous-alimenté en eau. Ce problème a été soulevé depuis quelque temps, et apparemment, il n'y a pas de solution. L'entreprise qui est en charge des services là-bas n'est pas en mesure de s'acquitter normalement de ses responsabilités et dire aussi de l'électricité qui sont en droit de servir à la population. Donc, parmi vous ou les gouvernements en solidarité, je vous donne cette information pour que vous essayiez de remonter aussi l'échelle pour voir qui est-ce que peut vraiment nous aider à alléger un peu les souffrances de cette population. Monsieur le Président, merci. J'en ai fini.